Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Equinox ce soir. 4 morts à Limbé à la suite d'un glissement de terrain au quartier Mbonjo. De nombreuses personnes portées disparues. Ceci est la conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la cité balnéaire. Les populations de Douala, elles aussi, se sont levées ce matin les pieds dans l'eau du fait de cette forte averse qui s'est abattue elle aussi en cette matinée du 25 juillet. Akwa, Makepe, Misoke, Bonanjo, Bilongue, Mabanda, Foreba, Cité Belge, d'où on a enregistré le seul mort de la ville de Douala. C'est un nourrisson de 9 mois qui a été surprise comme ça par la montée des eaux. Douala, Limbé, les pieds dans l'eau, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Autre actualité ce soir, c'est ce communiqué radio-presse du ministre de la fonction publique, Joseph Lay, qui convie toutes les forces vives de la région de l'Est à un grand meeting de mobilisation pour soutenir la candidature de Paul Biya, candidat investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ceci, retour dans ce programme sur l'amalgame RDPC-État. Pour en parler, je suis avec Didier Yimkwa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Anoutou. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir aux companélistes. Je suis très heureux de partager ce plateau qui, en un mois d'existence, est devenu un culte. Non, c'est la deuxième semaine. Deuxième semaine, voilà. Nous avons commencé lundi 16. Voilà. Est devenu presque un culte, une institution. Merci. Merci de partager. Vous êtes environnementaliste et coordonnateur régional du FSNC. Et membre du bureau politique. Du FSNC. Oui. Donc pour le salut national du Cameroun. Oui. Avec à sa tête un certain Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et avec nous également Antoine de Padoun Demanou. Bonsoir. Bonsoir Serge. Oui, vous êtes candidat à la candidature, il faut le dire comme ça, à la présidentielle d'octobre 2018, sous la bannière du RDPF Koumze. C'est bien cela? C'est bien cela. Voilà, merci d'avoir honoré votre présence. César Honoré Ngomo, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, bonsoir à toute la jeunesse camerounaise. Vous êtes conseiller à la section OJRDPC, Vouritois, c'est bien cela? C'est exact. Président également du mouvement J'aime le Cameroun. Exact. Vous aimez le Cameroun plus que les autres? J'adore le Cameroun. Ah, vous adorez le Cameroun? J'adore le Mais Cameroun. vous n'êtes pas en vert ou jaune là, il n'y a rien qui prouve que vous êtes... Il faut le préciser, c'est dû à votre exigence parce que lorsque vous m'invitez sur ce plateau, Oui. vous m'aviez donné un dress code que je suis obligé de respecter. Donc, C'est cravate, merci beaucoup. Et enfin, lui, on le connaît déjà hein, sur ces plateaux. Georges Sebé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Otto. Oui, vous allez bien? Très bien, et merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau. Et bien évidemment, je salue les companélistes et tous les sympathiques téléspectateurs qui se donnent la peine de nous écouter à chaque fois. Ok, merci. Voilà, madame, monsieur, tout de suite, le fait du jour. Voilà, on le disait, Douala Limbé, les pieds dans l'eau, 4 morts enregistrés du côté de Limbé à la suite de ce glissement de terrain au quartier Mbonjo. Nous sommes à Limbé. Didier Jimkwa, quel commentaire? Oui. Le glissement de terrain à la suite? Évidemment, je ne suis pas surpris parce que on a eu un cas pareil à Freetown, Oui. où les torrents de boue ont entraîné les populations sur leur chemin. Et puis, à l'époque, j'ai fait des publications sur ma page pour dire que même le Cameroun n'était pas à l'abri de ce qui s'est passé à Freetown. J'ai pris l'exemple des populations qui habitent sur les flancs de collines, qui sont des habitats écologiques fragiles. J'ai pris le cas de Yaoundé 6. Vous savez, c'est l'homme qui est malheureusement... Donc c'est l'homme le problème. La cause principale, mais il en est encore la victime expiatoire. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez, sur les flancs de collines, quand l'homme veut s'installer, il modifie la structure du sol. Il décape la couverture végétale. Et vous savez, les racines des plantes sont un peu au sol, à la structure du sol, ce qu'est le fer à béton dans le ciment, dans le béton. Donc ça veut dire que lorsque les populations s'installent et qu'en face, il n'y a pas de réponse. Parce que la réponse, c'est quoi? C'est
construire des équipements d'assainissement, d'évacuation des eaux. Lorsqu'on ne le fait pas, et que les gens s'installent de façon anarchique, il y a une occupation anarchique du sol, il n'y a pas de voie de passage des eaux, l'eau, les pluies tombent, s'infiltrent, et un jour, parce que les inondations ne sont pas malheureusement le fait de génération spontanée, mais un jour comme ça, là, la terre se détache, ça devient la boue, et puis entraîne sur le passage des pauvres personnes. Parce que généralement, c'est des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui construisent des masures sur les flancs de montagnes. Et là, vous voyez, les autorités sortent comme des sapeurs-pompiers, alors que en retour, ils ont bien vécu le temps que ces populations à faible revenu colonisaient ces flancs d'eau-là. La même chose lorsqu'on va revenir sur Douala, c'est la même situation. Oui, on va revenir sur Douala. De manque de déni de planification, de déni de visite et de déni. Moi, j'ai du mal lorsque je parle de ces choses-là. Parce que c'est un peu partout. Hein. Le Cameroun est aujourd'hui presque une bombe écologique. On peut voir cela un peu partout. Parce que les gens ont l'impression. Et puis, souviens-toi, quand ça se passe, on vous sort des balivernes tels que à Paris, il y a des inondations. Ça, c'est des réponses assez paresseuses. Bon, à Paris, il y a des inondations. Soit c'est le phénomène de changement climatique. Non, il faut faire attention. Les changements climatiques, c'est une cause, mais pas la conséquence. Le Cameroun s'est doté un certain nombre d'instruments, le programme national de mécanisme de changement climatique. Même là. Mais si le changement climatique, c'est un peu comme si vous avez une maladie pathologique, on vous dit de ne pas manger du sucre. Si vous ne mangez pas du sucre, vous avez une bonne hygiène de vie. Mais si vous mangez du sucre, directement vous êtes attaqué. Ça veut donc dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons nous adapter au phénomène du changement climatique. Si nous ne prenons pas garde en construisant des infrastructures d'assainissement assez fiables et durables, qu'on le veuille ou non, lorsqu'il y aura des grandes pluies, lorsqu'il y aura d'autres phénomènes météorologiques comme les grandes sécheresses, il ne faudrait pas qu'on vienne pleurnicher devant les caméras. Antoine de Padoue, l'homme est pointé du doigt là. Oui, l'homme est pointé du doigt, mais quand on regarde le Cameroun, comme vient de le dire le co-panéliste, on remarque qu'il y a des instruments au Cameroun. On a l'abogénie, on a des instruments qui permettent de faire une prévention par rapport à ces autorisations de construction. Est-ce que ce sont des constructions autorisées? Est-ce que c'est, comme il vient de le dire, l'anarchie? C'est toutes ces questions qui doivent se poser et dont on doit tirer là un conseil et dire, voilà, l'avenir, il faut faire ceci ou cela pour ne plus voir ça revenir. Quant au changement du climat, ce qui n'arrive pas seulement au Cameroun, ça arrive un peu partout dans le monde. Il faut seulement, comme vient de dire le co-panéliste, nous soyons un peu prévoyants. Et c'est le devoir de l'homme politique, n'est-ce pas, d'anticiper et de proposer des choses qui vont éviter que cela ne revienne. Je vous remercie. Ok. Dis-moi, l'homme politique, hein, vous êtes pointé du doigt. Vous avez laissé faire. Il y a des, comme il a dit, Didier Yinkoua, il y a des endroits où on laisse, on voit comment la population s'installe. On se dit, bon, on attend. Oui, je suis en partie d'accord avec Didier, mais peut-être ce qui cloche un peu, c'est un peu la comparaison qu'il a voulu faire avec l'interpellation, la comparaison qu'on a souvent voulu faire comprendre que même à Paris, il y a les inondations. Il faut déjà l'accepter, parce que ces villes qu'on prend comme modèle et qui sont des exemples du respect de l'écologie, de l'environnement, s'ils arrivent à subir ces types d'inondations, je vous rappelle que ce soit aux États-Unis ou en Chine dernièrement, nous avons eu les mêmes types d'inondations, et voire plus. Donc aujourd'hui, il est question de pouvoir interpeller les Didier Yinga, qui sont spécialisés dans la matière, de pouvoir pousser un peu les recherches un peu plus loin, que de ne pas rester dans le simple environnement présent. Je pense que la nature nous interpelle aujourd'hui et il y a un certain nombre de travaux, il y a un certain nombre de recherches qu'il faut pouvoir approfondir. C'est vrai que la ressource humaine, l'homme est au centre de cette interpellation-là, et lorsque nous regardons aujourd'hui la dégradation de l'environnement avec laquelle que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les sociétés, les industries s'installent aujourd'hui, lorsque nous savons la conséquence, nous imaginons la conséquence, lorsque les spécialistes nous expliquent la conséquence de ce que c'est qu'un déchet plastique qui peut mettre 400 ans avant de pouvoir se dégrader, nous sommes interpellés. Et je pense qu'il faudrait tout simplement qu'on change des habitudes, qu'on s'adapte à nouvelles habitudes. C'est pas gentil, c'est pas tout beau de voir une ville comme le rond-point du centre-ville de Yaoundé, la Poste centrale, subir ce type d'inondation. C'est pas gentil de voir un Champs-Élysées qui est première capitale touristique mondiale, les pieds dans l'eau,
ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas beau. C'est pas beau de voir toutes ces grandes nations prises en référence les pieds dans l'eau. Donc ça veut dire que la problématique elle est plus profonde. Et qu'est-ce que les Didier Yimoua pour nous servir dans les prochains mois, les prochaines années, pour pouvoir éviter cela? Donc c'est là où est la question. Ce n'est pas un problème politique, parce que le politique, c'est lui, c'est moi, c'est nous. Voilà, Jean Sémé, nous sommes tous coupables, hein, et les pouvoirs publics et les populations. Écoutez, vous venez de dresser un tableau assez apocalyptique Oui. de la situation des inondations au Cameroun, des villes de Douala et Limbé, et je crois que les images que nous venons de voir le confirment. Oui, mais je pense que la poids des responsabilités peut être coupée en deux. À la fois au passif des populations d'abord, parce que vous savez quand même qu'il y a dans tous les pays, dans toutes les villes, des zones non constructibles. On a pris le Mais pourquoi on met de la population devant? L'État peut arrêter, il peut dire que non, cette zone-ci. Vous permettez Comme vous que dites, oui. Il y a des zones non constructibles. Donc l'État doit d'abord faire son travail, hein. Empêcher les populations. C'est pour ça que je parlais de la couper la poire en deux. responsabilité qui pourrait être coupée en deux. Il y a des zones non constructibles. Je prendrais par exemple le cas des bordures des drains, mais également le cas des flancs des montagnes. En ce qui concerne le cas précisément de Libé, alors malheureusement, il y a eu cet éboulement qui ne peut pas seulement être la cause du changement climatique, mais également du fait que les populations passent outre les interdictions de construction sur des zones non constructibles et viennent s'y installer. Et ça me permet de bondir sur la responsabilité des politiques, des administratifs, qui devraient empêcher que toutes les populations ne viennent construire sur des endroits dangereux. On a vu ce cas en 2015 à Douala, à Marquet-Pemisoké, où des gens ont construit sur les abords des drains. Il y a eu une inondation, il y a eu des pertes en vies humaines, des conséquences matérielles désastreuses. Et ça continue en 2016, en 2017 et aujourd'hui en 2018, on le voit à Limbé. Donc, je crois que les responsabilités peuvent être partagées, mais il appartient surtout à l'État de prendre des mesures préventives. Non, je ne vais pas accuser M. Dilimkwa, qui est un politique, c'est vrai, mais il n'est pas administratif, mais il est un environnementaliste qui nous a édifié avec une expertise pertinente. Il appartient donc aux politiques et aux administratifs de prendre cette responsabilité d'empêcher que les populations ne viennent occuper les zones non constructibles. Ça vaut pour Limbé, ça vaut également pour Douala et Yaoundé, qui est la capitale, qui malheureusement aujourd'hui est affectée par des inondations tout à fait incroyables. Oui, on va continuer avec Douala dans un instant, et je vais vous rappeler qu'en dehors de Mbunjo, d'autres quartiers à Limbé sont complètement inondés. On parle de Cassava Farm, Church Street, Mile One et Down Beach. Pour les habitués de Limbé, ils savent de quoi on parle, Down Beach. Mais le gouverneur de la région du Sud-Ouest, il est descendu à Limbé ce matin en compagnie de la directrice de la protection civile. Il recommande aux populations de respecter les normes en matière d'habitat. Est-ce que ça ne vient pas tard? Ça pose toujours le problème. On a laissé des gens, et ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, on leur demande de respecter les normes. Un certain nombre de choses. C'est trop facile. Tout à l'heure, Georges Sémé, qui est mon ami, il a parlé un peu comme les administrateurs, il a parlé des zones non constructibles. Je vais vous dire que, vous savez, dans ce genre de choses, il faut faire souvent des analyses comparatives. Le Japon est un archipel de 4 îles. Et toutes ces îles-là, on connaît les caractéristiques géomorphologiques. C'est des pays où on a des failles un peu partout. Mais les ingénieurs japonais ont réussi à construire des gratte-ciels, les gratte-ciels gigantesques. Se retrouvent au Japon parce qu'ils sont adaptés. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous avez en face un flux démographique assez immense, assez puissant, vous pouvez vous adapter. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui construire, Georges, même sur le Vouri. Tout dépend de la qualité des matériaux de construction. Or, tel n'est pas le cas. Sur les flancs de montagne, généralement, c'est des gens qui n'ont pas assez de moyens, qui construisent des masures, qui construisent des maisons. Voilà. Une autorisation de oui, malheureusement, la loi camerounaise. Je suis d'accord avec toi. Je partage très bien ton avis. Le drame ici, c'est la réponse aux pressions. On laisse les gens s'installer, on les voit faire, et généralement parce que ceux qui sont en face, je veux dire l'État, n'a pas de réponse. Il faut avoir le courage de le dire, hein. N'a pas de réponse. Le dit ne fait pas de vous un impénitent opposant, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le FSNC accompagne le chef d'État dans sa politique de grandes ambitions, mais il faut dire la vérité lorsqu'on a un ami. Ça veut dire qu'en face, on dirait que les questions d'aménagement urbain, les questions de
urbains sont un impensé de la politique du renouveau, il faut le dire, parce qu'on laisse les populations s'installer. Regardez par exemple au jour d'aujourd'hui, le transport public a été abandonné au moto-taximan, qu'on a tendance à sacraliser. C'est tout simplement parce qu'en face, il n'y a pas un service alternatif. On les laisse les gens faire, et si demain, lorsqu'il y a des pavillons Ben Sikkim, ça fait rire, alors qu'ailleurs, lorsqu'on pense au développement, on pense à autre chose, on ne pense pas au Ben Sikkim. Donc c'est la même chose, on n'a pas pensé, il n'y a pas eu une vision, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, dans le cadre des changements climatiques, on parle de plus en plus des villes durables. Et les villes durables, c'est des villes qui prennent en considération un certain nombre d'exigences écologiques, énergétiques, environnementales, sociales et même la mixité culturelle. Or, chez nous encore, 58 ans après les indépendances, on parle encore des communautés, des bamlékés, des tribalismes, alors qu'ailleurs, on a dépassé cela parce que les questions de changement climatique transcendent les tribus et même les religions. Donc je pense que c'est tout simplement parce qu'en face, il n'y a pas une solution alternative. Il n'y a rien à proposer. Moi, je pense que si j'avais un conseil à donner à monsieur le gouverneur, pour qui j'ai beaucoup de respect, je lui demanderais de faire profil bas. De faire profil bas, parce que lorsque vous n'avez rien à proposer aux populations, les populations qui sont malheureusement en général des plus pauvres, qui n'ont pas assez d'argent, se débrouillent. Parce que celui qui n'a pas d'argent, il s'installe là où il peut, mais celui qui a les moyens, il s'installe là où il veut. Donc, voilà, vous dites justement, ça nous permet d'entrer en Douala. On constate également qu'il y a beaucoup de problèmes. Lorsqu'il pleut, Bonanjo, Bonapiso, ils ont suffisamment de moyens, ceux qui construisent là-bas. Ils ont choisi de construire sur l'aide. On a souvent vu les inondations à Bonanjo, Bonapiso. Pour ces cas-là. Oui, Serge Alain, je pense que nous voulons entrer dans une problématique sociale qui ne pourra pas, qui va perdre nos téléspectateurs. Les problèmes de société, je pense que toutes les grandes nations le connaissent. La pauvreté et l'ambiance partout, même à Paris, que ce soit aux États-Unis. Il faudrait tout simplement préciser ici que le cas du Cameroun n'est pas un cas spécifique. Il faudrait tout simplement que dans la politique de développement public et social, il faudrait que l'État intègre le besoin de la plus grande, c'est-à-dire l'être humain doit être au centre de toutes les préoccupations de toute bonne institution. Et je pense que lorsqu'on a analysé cela et qu'on a intégré l'humain au centre de tout développement, parce que c'est pour nous que cela est fait, c'est pas pour autre chose, c'est pour nous que les conditions de vie, les aménagements, tout ce que vous pouvez citer pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais devait contribuer. Et par moment, on a comme l'impression que ça sert à d'autres fins. Raison pour laquelle nous pouvons retrouver donc des zones interdites, que ce soit les marécages, les flancs de montagne, être occupés par ceux-là qui n'ont pas le droit de citer, qui n'ont pas d'autre recours que de venir, pour un premier temps, commencer à squatter là, et en certain moment deviennent des occupants, des éternels, au nom de la tolérance administrative. Donc il faudrait comprendre qu'il y a un certain nombre de principes, mécanismes qu'il faut pouvoir accompagner, mettre en place. Moi, je me mets du côté de celui-là qui n'a pas de moyens de s'exprimer. Tout à l'heure, Didier parlait des Bensikina qui sont également une problématique. Les Bensikina ne sont pas une problématique. Si l'État veut résoudre un problème des Bensikina dès demain matin, c'est une activité économique qui porte, qui nourrit des familles, qui envoie des enfants à l'école. Mais aujourd'hui, peut-être on n'a pas anticipé pour pouvoir réguler cette activité-là. Aujourd'hui, autant on agresse dans des taxis, autant on agresse même dans des personnels, autant on agresse sur ces engins-là. Donc il est intéressant aujourd'hui, je pense que nous qui sommes de cette frange, qui utilisons beaucoup plus cet enjeu, c'est-à-dire la jeunesse, nous sommes beaucoup plus victimes. Il est important aujourd'hui que nous nous interpellons nous-mêmes, nous regardons les statistiques et qu'on essaie de trouver une solution. La solution ne peut pas être magique. La solution est tout simplement aujourd'hui de pouvoir faire prendre conscience aux utilisateurs de ces enjeux. Je prends un exemple simple en quelques minutes. Lorsque vous allez démontrer en Bensikina que par jour, si on a 10 accidents, 9 accidents sont faits à cause des motos. Et pourquoi ces motos, vous allez constater 98% n'avaient pas leur casque, 98% n'avaient pas leurs chaussures, 98% étaient en surcharge. Parce que lorsque vous allez les démontrer que sur 10 accidents, 9 sont causés parce que
Tu as vu l'obstacle, oui, tu es un très bon conducteur, mais c'est parce que tu n'as pas tenu compte du surpoids dont tu avais derrière toi, donc tu n'as pas pu éviter ce obstacle, et c'est pour cela que cela est arrivé. Lorsque vous allez démontrer que par jour, nous avons des centaines et des centaines de familles qui restent orphelins, qui restent amputés d'un bras, qui ne sont plus utiles à la société, qui deviennent des charges, je pense que petit à petit, ils commenceront à prendre conscience et maintenant vous leur imposez une conduite à tenir. Vous mettez une prévention, même peut-être de 3 mois, et vous leur dites à partir de telle date, désormais, si tu veux parler, Ben Sikine, si tu veux être conducteur de moto-taxi, tu dois être identifiable, tu dois pouvoir travailler dans telle zone, et ça ne devrait pas que concerner les bensikines, ça devrait concerner tout usager, parce qu'un bensikine ne va pas accepter prendre un client sur sa moto quand un personnel, soi-disant, soit en couleur rouge ou alors en couleur personnelle, est tenté de mettre 3 passagers devant ou 4 passagers devant, en parenthèse, on va dire bâcher, et on lui demande de pouvoir porter qu'un seul. Ça devrait être une loi pour tous. Ça ne devrait pas être une loi, et également faire comprendre un bensikine qui est sur sa moto et qui voit sur le capot d'une voiture, on a posé un béret, quelle que soit la couleur, et on est exempt. Ça veut dire qu'on est exempt de toutes les pièces. Vous démontrez lui, parce que là, il sait que celui-ci n'a pas l'assurance. S'il a l'accident là, tout ce qu'il a, donc c'est un problème de laisser aller. Il faudrait tout simplement qu'on essaie de mettre les mécanismes de sensibilisation des uns et des autres et pour les faire comprendre. C'est pour le bien de tous. Et je pense que nous allons voir au fur et à mesure les pavillons bensikine disparaître et tout le monde reviendra au bon sentiment. Et la société, c'est comme ça que la société se régule. Elle ne se régule pas par un bâton magique. Ok. Antoine Depadour, on doit toujours laisser faire au nom du sacro-saint principe de préserver la paix. J'ai l'impression que le panéliste à côté de moi est trop jeune pour parler du Cameroun. Ah oui. Parce qu'il parle du Cameroun de Bensikine. Oh, il y a eu un Cameroun d'avant Bensikine, où il y avait les souk-tuk, où le transport était organisé, urbain était organisé, où tout était fait pour le bien-être des Camerounais. Le Bensikine n'est pas un métier, une profession, c'est une opportunité qui s'est créée après qu'on a dévalué le franc. Les gens partent au travail avec leur moto, très fiers d'avoir leur moto, d'aller au travail. Ils sont retrouvés portant des gens pour accompagner au travail, faisant plus d'argent que ce qu'ils ne gagnent. Ça a poussé au Bensikine. Il faut faire d'abord l'apologie, le Bensikine vient d'où? Pour dire c'est un métier. Ce n'est pas un métier, puisque la colonne vertébrale ne s'opère pas. Et vous voyez les secousses que le Bensikine vit tous les jours. Ce n'est pas pour vivre longtemps. Donc moi je crois qu'en matière de transport, il faut d'abord identifier quels sont les revenus. Prenons la ville de Douala. On a à Douala près d'1 million d'habitants de Douala qui vont et viennent. Avec 1000 francs pour payer leur transport, ça fait 1 milliard. Que fait la délégation de transport pour organiser le transport à Douala? Rien. On aurait eu des taxis de ligne, des taxis compteurs, qui éviteraient ce genre. Parce qu'en saison pluvieuse, vous voyez, il faut qu'ils adaptent des parapluies. On comprend très bien que ce n'est pas des métiers de profession à long terme. Donc encourager cela veut dire qu'on est d'abord irresponsable. Et prétendre qu'on peut les éduquer. Voyez-vous, la fiscalité camerounaise a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'éducation de la fiscalité. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, le directeur d'impôt nouvellement venu peut trouver des palliatifs. Comment faire pour arriver à faire payer les gens? C'est pas facile, par exemple, cette culture-là. Regardez en Europe, par exemple, ce qui n'est pas, comparaison n'est pas raison. Mon salaire est taxé à 49% en impôt. Je n'ai que 51% pour vivre. Mais je m'en sors, puisque c'est fondé sur le pouvoir d'achat. Chez nous, le SMIC qu'on donne aux gens, c'est pour faire quoi? On donne 38 000. Vous avez aller et venir par jour 1000 francs. 30 000 francs déjà pour votre transport. Vous vivez avec quoi? Donc je dis, il faut deux fois, quand on veut expliquer un problème qui est un problème social, il faut d'abord se référer à l'histoire. Qu'est-ce qui était fait avant? Qu'est-ce qui est fait actuellement? Et alors voir comment on peut le faire mieux demain. Oui. Pour revenir au problème de construction, l'État laisser faire, laisser les gens s'installer. Je vous ai dit ceci au début. Nous disposons des structures qui sont chargées de valider les sous-sols. La Bogénie est là, d'autres instruments, on parle encore d'un nord, qui sont là pour les normes, qui ont pour mission de valider ces problèmes avant que les gens ne s'installent. Mais quand c'est l'anarchie, et ce sont les autorités administratives, sous-préfet, préfet, gouverneur, qui doivent accompagner tout cela en veillant à ce qu'effectivement, il n'y ait pas de dérapage. Mais qu'est-ce qu'on vit? C'est l'installation anarchique. Et c'est là où le problème se pose. Donc nous devons redéfinir une politique qui vise à caser les gens. Il y a des espaces qui sont libres là. Quand on parle de ça, Bourandalais, vous voyez pourquoi on quittait Paris pour aller à la région parisienne.
s'installer. Donc Paris, et aussi l'entretien de toutes ces infrastructures qui existent n'est pas fait. Résultat, ce temps, vous avez vu par exemple les buses sur la route de Yaoundé, qui ont chuté, qui ont créé le problème de l'accident des CK. Donc la politique nous demande de prévenir, de s'engager à faire des choses pour améliorer et bien évidemment les conditions de vie des Camerounais. Et je crois que c'est là où est la problématique de ce que nous posons aujourd'hui. Okay. On vit un accident qui est arrivé. On se pose pas la question d'où il vient. On croit que l'homme seul peut résoudre ce problème. Non. Je suis convaincu que nous devons repenser, si ce n'est faire une refondation intégrale de notre système d'habitation, de manière que cette politique mène les gens à vivre dans des environnements dont on a vérifié qu'elles sont stables. Le Cameroun a cette chance que sur notre territoire national, on a à peine construit pour 10 à 15%. Le terrain est encore complètement dénudé. Donc on peut nous déporter, construire une nouvelle ville, comme on l'a fait. Oui, à un moment donné, nous étions à Vitanes, il fallait aller construire Cergy-Pontoise. On envoie les gens vivre là-bas, on décoalise un peu. Donc le problème du Cameroun lui se pose en termes de quelle vision qui permet l'habitat, un habitat respectueux, un habitat qui est respectueux aussi de la nature et de l'écologie. Okay. Voilà, Jean Semé, je termine avec vous sur le cas de Yaoundé. Petite pluie, toute la place à Madouaïdjo est envahie. Bon, on parle d'une fondue qui aurait été enterrée. Comment comprendre ça? Vous avez bien fait de recaler ce débat parce qu'on est passé du coq à l'âne. Oui, on est parlé des motos, on est revenu sur... On parlait des catastrophes naturelles. Oui. Sur le cas de Yaoundé, vous l'avez dit, je pense que je vais un peu rejoindre la position de mon prédécesseur qui pense qu'il y a une mauvaise politique d'assainissement dans nos villes. Et là encore, je vais attribuer les responsabilités partagées. D'abord, à l'État, contre l'État, qui devrait quand même assurer à travers les collectivités territoriales décentralisées certaines mesures d'assainissement en débouchant les drains primaires qui existent, en débouchant les drains secondaires et les drains tertiaires. Les drains tertiaires, je citerai pas les caniveaux parce que on observe quand même que la majorité des caniveaux dans nos grandes villes sont complètement bouchés et ça ne permet pas un flux aisé des eaux usées et les eaux de pluie. C'est la raison pour laquelle on assiste à ces inondations. Vous avez fait allusion au Fondi. C'est vrai que le Fondi sort de temps en temps de son lit, mais malheureusement, c'est parce qu'elle ne trouve pas sur les espaces où elle s'étend des voies de canalisation qui lui permettent de s'écouler aisément et d'éviter des catastrophes. Donc le problème de Yaoundé peut aisément être transposé à Douala. De ce côté-là, le délégué du gouvernement, Gilbert Timé-Bouna, a entamé des... Le PADUDI, effectivement, le PADUDI, mais on continue d'assister à des inondations. Effectivement, tout simplement parce que... À la place Amadouaïdjo, tout simplement parce que ce projet, si je me souviens de mes notes, ce projet est fait dans le cadre de la coopération internationale décentralisée entre la délégation du gouvernement de Yaoundé et les bailleurs de fonds occidentaux. Mais il y a des problèmes de financement. Des problèmes de financement, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, mais parce que les mécanismes de financement des Occidentaux sont assez rigoureux en ce qui concerne les déguerpissements et en ce qui concerne le cahier des charges qui incombe à la partie gouvernementale. C'est les mêmes causes ont produit les mêmes effets à Douala avec le PDP, le plan de drainage pluvial, qui est, je crois, à Douala de 42 km et qui coûte un peu plus que le pont d'Ivory, qui est à 102 milliards. Or, le PDP coûte 110 milliards de francs CFA, qui, depuis 2012, traîne parce qu'effectivement, il y avait la question des déguerpissements qui était mise sur la table par les bailleurs de fonds qui pensaient que la partie sociale, le volet social était assez négligé par la communauté urbaine de Douala qui voulait faire déguerpir 1200 familles alors que eux, ils veulent un impact social à minimiser. Donc il y a ça, mais il y a aussi également la lourdeur administrative du gouvernement camerounais qui fait que le projet ne se déroule pas à la vitesse souhaitée. Alors, le PADUDI à Yaoundé, le PDP à Douala, ce sont des projets qui auraient permis d'éviter des inondations. C'est quand même 42 km de drains primaires et secondaires à Douala, mais ce projet depuis le 2012 n'aboutit pas. C'est vrai qu'il est en cours, il n'aboutit pas et depuis 2015, 2016, 2017 et en 2018, malheureusement, on est toujours frappé par ces inondations et on en est à s'interroger quelle est la véritable politique
des collectivités territoriales décentralisées, la communauté urbaine de Douala en l'occurrence, en matière d'assainissement, des petites voies, alors des grandes voies d'assainissement des eaux pluviales et des eaux usées qui existent dans la ville de Douala. Où en est-on avec l'exécution du projet de drainage pluvial? Et malheureusement, les populations et toutes les autres personnes sont malheureusement obligées de constater que chaque année, malgré ces projets, il y a toujours des inondations avec les dégâts que vous avez cités à l'entame de cette émission. Voilà, vous gardez la parole. Jean Sémé, on va sortir quelques pistes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour parer au plus pressé? Je vous rappelle que du côté de Cité Péage à Douala 3e, notre reporter nous a fait comprendre que le niveau de l'eau n'a pas baissé là-bas. Donc, bonjour les catastrophes. S'il y a une pluie qui s'abat cette nuit de ce côté-là. Oui, la notion d'ordre public, pour nous les juristes, englobe 3 sous-notions. Il y a la notion de sécurité publique, la notion de tranquillité publique et la notion de sûreté publique. Mais malheureusement, ce volet de l'ordre public est assez négligé. C'est pour ça que on s'aperçoit que certaines populations sont enclins à construire sur des zones non constructives, tout simplement parce que l'État a démissionné en ce qui concerne ses prérogatives d'assurer la sûreté publique. Et c'est également la raison pour laquelle on voit certains immeubles s'effondrer parce que l'État a failli en matière de sûreté publique. Donc, la première solution, c'est peut-être demander aux autorités régaliennes, centrales ou décentralisées, de prendre des mesures préventives afin d'empêcher à toute personne qui voudrait construire n'importe quel immeuble, pas seulement en longueur mais également en largeur, de ne pas le faire lorsqu'ils n'ont pas une autorisation. Et vous avez cité une panoplie de quartiers où on voit effectivement que les gens ont construit comme ils veulent et quand ils veulent, parfois même sous la barbe de ces autorités administratives. L'autre solution, ce serait d'accélérer les chantiers qui sont en cours, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, les chantiers d'assainissement ou alors de création des drains primaires et secondaires qui sont en cours, qui ont pris quand même beaucoup d'argent et qui ont grévé le contribuable camerounais, même si ils ont bénéficié du partenariat des bailleurs de fonds, c'est encore le contribuable camerounais qui sera grévé. Donc, on ne voudrait pas que, à la fois, on soit frappé par l'apport de notre argent pour payer, pour payer cette redevance, mais en plus, on subit le contre-coup de ces inondations. Donc, il faut que ces chantiers arrivent à terme afin qu'on n'assiste plus à ces spectacles assez désolants avec des morts et des pertes matérielles. Et ce n'est qu'avec la conjonction de ces 2 solutions que peut-être on pourra arriver à éviter ce type de catastrophe. Voilà, César Doré, solution. Les solutions, avant de pouvoir amorcer une solution, je voudrais d'abord rappeler, j'ai comme l'impression ici là que nous sommes dans un débat un peu déphasé. Nous ne vivons pas dans le même État. C'est quoi le rôle d'un État? L'État a 3 rôles. Oui. L'État régule, l'État accompagne, l'État facilite. Et cet État, c'est qui? C'est vous et moi sur ce plateau. Et j'ai suivi tout à l'heure Georges dit que nous sortions du débat. Non, nous ne sortons pas du débat. La question fondamentale qu'il faut se poser, pourquoi est-ce qu'il y a inondation? Il y a inondation parce que les gens ont occupé des grains, des espaces qu'il ne fallait pas occuper. Pourquoi est-ce qu'ils ont occupé ces espaces? Parce qu'ils n'avaient pas où aller. Et au nom de la tolérance administrative, ils sont allés... Au nom de la tolérance administrative, ils ont trouvé où ils pouvaient s'installer, n'ayant pas les moyens de pouvoir voir tout ce qu'on a... J'ai posé la question tout à l'heure. Et ces gens de Bonanjo et Bonapriso, Serge Alain, et vous serez surpris. De ces personnes qui occupent ces espaces, je peux vous rassurer que 60-70% sont des cadres de l'administration, sont des fonctionnaires. Mais peut-être qui n'ont pas ces mêmes moyens, qui s'assoient au autour des lois, parce qu'on est peut-être, je ne sais pas, agent au domaine du cadastre, on peut essayer de jongler avec cet État-là dont nous servons tous. Il y a quelques années, je crois que vous vous souvenez, Jean Sémé, en 2015, qui a construit sur un drain à Bonapriso. Et il fallait que j'ai suivi par il dit c'est pas trop de moyens. Et c'est même parce qu'il a même plus de moyens qu'il... Vous ne prenez pas le cas de la minorité. Vous voulez prendre le cas de la minorité. Non, je parle des cas où des personnes qui ont des moyens s'installent sur les drains. Les personnes qui s'installent sur les drains, 90% n'ont pas de moyens de la politique. Ils n'ont pas de moyens, ils survivent. Tout à l'heure, quand on parle du problème de Bisikina, je pense qu'à la sensibilisation, il faut pouvoir interpeller tous citoyens
que moi qui suis fonctionnaire, lorsque je me tiens en bordure de route et que je bâche un taxi, il y a des conséquences. Parce que ça entraîne au niveau de l'incivisme. Les Camerounais aujourd'hui paraissent ne plus vraiment aimer leur pays. Et lui aussi, son pays, c'est de ne pas bâcher une moto, c'est de ne pas bâcher un taxi. Pour le bien de tous. Parce que s'il y a accident. Et tout à l'heure, il parlait de Bensikina. Je pense que le problème, il semble pouvoir dire que je ne suis pas né à l'époque de Bensikina. Il y a un effet d'entraînement. Hier, aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de le dire, si Jésus et Mohamed Véloge, ils mettent une veste, une cravate. Ils auraient un téléphone Android. Les choses ont changé. Or, quel que soit ce que le Bensikina était hier, ou il n'a pas existé, aujourd'hui il existe. La problématique, elle est là. Quelles sont les solutions à apporter? Les grains, hier, n'étaient pas occupés. Aujourd'hui, elles sont occupées. Aujourd'hui, nous sommes passés d'une ville qui avait à peine 1 million, 2 millions. Nous sommes aujourd'hui presque à Douala. Quand on voit la ville de Douala, elle foisonne à presque 4-5 millions de population. Vous voyez, aujourd'hui, nous étions peut-être pour une population peut-être de 10 000 habitants, nous avons à peine une centaine qui était véhiculée. Maintenant, presque 60 à 70% de ces populations sont véhiculées et les rues sont restées les mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout ça, c'est un effet d'entraînement. Parce qu'il ne faut même pas qu'on vienne sur un plateau télé pour parfois essayer de stigmatiser ce qu'il ne faut pas. L'État ici, moi je suis l'État. Nous sommes tous l'État. Quelles sont les propositions lorsque nous venons sur un plateau télé pour pouvoir proposer? Moi, je propose tout simplement d'affronter le problème. Le problème ici, c'est de pouvoir sensibiliser. Démontrer aux citoyens, quand ils viennent occuper un grain, vous lui montrez les comptes. Et maintenant, s'il faut pouvoir... Parce que vous pensez qu'il n'y a pas de sensibilisation, il y a des sensibilisations. S'il vous plaît. Bien sûr, il y a des sensibilisations. Bontu est descendu à Douala après... Et pas seulement. En juin 2016, du côté de Makabe et Missoke, on a demandé aux populations de partir. Ils partent où? Ils partent où? Comme l'a fait le gouverneur Kalabila ce matin. La meilleure façon de les amener à partir... Mais les populations sont une autre façon de les amener à partir, je pense que les réunir, chacun d'un village, chacun a une localité un peu beaucoup plus éloignée, mettre à leur disposition des moyens et immédiatement, le lendemain, on engage. C'est incroyable. Non, si. C'est incroyable. Mettre à leur disposition des moyens. Quels moyens? Quels moyens, dites-moi? Vous leur avez laissé s'installer. Le monde de la tolérance administrative. Après du jour au lendemain, vous demandez de déclarer. Vous parlez de bâton-magistion. Oui, Georges, je vous en prie. Antoine de Padoue, comment faire pour sortir? Merci. Lorsqu'on pose une question, nous demande comment faire pour sortir, répondez à cette question-là, ou dites, je n'ai pas de solution. Moi, je crois que pour sortir, je crois d'avoir déjà un peu évoqué cela. Il est question, il a parlé de politique d'assainissement, parce que le réseau des caniveaux existants n'est pas des fois entretenu. Pas seulement de la faute à l'homme, en disant que c'est le Bensikina. Mais le réseau même ancien qui existe, si vous voyez les vieilles villes du monde où il y a inondation, prenez maintenant les villes nouvelles qui sont construites, on n'a pas inondation là-bas. Parce qu'on a tenu compte des erreurs d'hier. D'où l'importance, et je remercie que le Cameroun s'est doté d'une structure qui doit veiller à cela, la NOR. La NOR est là pour les normes, pour éviter qu'on fasse n'importe quoi. Bon, faisons fi de cela, utilisons ces instruments-là pour faire face aux problèmes qui se posent. Et en matière d'assainissement, je rejoins un peu ce qu'il a dit et j'ajoute ceci. Je crois que aujourd'hui, le problème qui se pose dans nos grandes villes, et qui sont des villes qui ont 58 ans d'âge, est de voir comment amener les gens à être délogés. Nous avons à Douala, par exemple, Bourandale, toute une zone libre là-bas. Où on peut construire, et avec le train, le métro, amener les gens au travail à Douala, s'ils travaillent à Douala. Donc la politique publique en matière de logement, et je rappelle une fois, depuis lors on ne parle plus de logement social. Les logements sociaux sont oubliés. Alors que c'était une politique sur les gouvernements passés qui aidait à sortir les gens de ces vieilles villes et leur donner ainsi un nouveau devenir. Moi, je crois que les propositions qui visent ici à répondre aux problèmes qui se posent sont des propositions, comme l'a dit quelqu'un avant moi, de grandes réalisations, je rejoins cela, des réalisations vraiment qui permettent aux Camerounais de ne plus être, comme aujourd'hui, dans des problèmes dus au fait que, par-ci, par-là, il y a des infrastructures où la technologie n'est pas encore très avancée, à comparer aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, profiter de l'avancement technologique d'aujourd'hui pour faire créer de nouvelles villes où ces erreurs seront corrigées. Bon, quand
quant à l'immédiat, puisqu'on parle là d'un malade qui est sur la table, vous avez cité en disant que se passe-t-il ici encore cette nuit? Il y a encore une forte pluie qui vient s'ajouter à celle d'aujourd'hui déjà. Que se passerait-il? Je crois qu'il faut qu'on essaye, comme on l'a fait une fois, de réquisitionner ceux qui sont dans un état un peu plus délabré, un peu plus dans difficulté, les réquisitionner pour voir si on peut loger ailleurs. Parce qu'on est arrivé là. Vous savez, quand j'ai eu la chance de visiter un peu les quartiers dits de périphériques à Douala, je ne vous dis pas, les gens vivent dans des matelas suspendus. Vous trouvez une maison où, comme en tout le temps, on prend quelque chose, on suspend son matelas en haut et on monte dormir dessus. Vraiment, c'est des logements qui sont très, je dirais, n'est plus l'homme moderne de 2018, pour lesquels les responsables administratifs doivent penser. Est-ce que dans Douala, y a-t-il même, si aujourd'hui il y a une catastrophe, où va-t-on loger les gens? C'est un peu notre projet de société, là. Effectivement. J'ai vu récemment, quand à l'extrême nord, je ne me trompe pas, Maroua, il y avait eu ces problèmes, le chef d'État est arrivé, on a reconstruit des écoles, où on mettait le matelas pour faire vivre les gens. Donc, on risque d'arriver à des situations à Douala où on aura besoin de ce genre d'urgence, dont devient sapeur-pompier. Moi, je crois que les politiques publiques en matière de logement doivent tenir compte de ce que les logements sociaux sont une nécessité, un devoir régalien de l'État. Ok. DJ quoi. Bon, moi, tout ça là. Pour déloger les gens. Attendez, Serge, j'ai quand même un certain nombre de déterminants, un certain nombre de référentiels. Oui. Voyez-vous, à Douala, ceux qui ont enterré le Fundi, oui, à Yaoundé, pardon. Ceux qui ont enterré le Fundi, c'est eux qui font des selfies à la Seine quand ils arrivent à Paris. Hein. Alors qu'il peut me dire, la Seine, je crois, ça doit être un coup d'eau artificiel. Dieu nous a donné le Fundi, mais on l'a enterré. Il y a une marxiste populaire qui dit que pour dompter la nature, il faut lui obéir. Je vais prendre le cas de Douala, je reviens maintenant à Douala. Dans les années 1940, c'est des études que nous avions faites ici, on pouvait partir de Bassa par la pirogue jusqu'à arriver dans l'Oka. La pirogue. Parce qu'une ville doit avoir une identité. Or, Douala, c'est une ville de rivière, c'est une ville d'eau. Malheureusement, 20 ans après, il y a une forte population arrivée à Douala pour deux raisons. Économique, les gens cherchaient de l'emploi, et aussi les gens fuyaient l'insécurité en l'arrière-pays. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont occupé des versants et puis les drains. Rien n'a été fait. Il y a eu des pressions, ces cours d'eau-là sont devenus des exutoires, des dépotoirs, des eaux usées industrielles, des eaux usées domestiques, des ordures ménagères, des déchets solides. Rien n'a été fait, l'ensablement, l'envasement, ce qui fait que ces cours d'eau-là sont rétrécis. Presque certains sont en phase de disparition. Donc aujourd'hui, ça fait 5% de taux d'accroissement démographique. 2,8 fois le taux d'accroissement démographique national. Voilà. Douala aujourd'hui, d'après certains indicateurs de l'Institut national statistique, Douala fera 9 millions d'habitants en 2037. Nous sommes à 17 ans de 2037, on ne voit rien, tout est flou. Alors que ce n'est pas les moyens qui manquent. Douala produit 3092 milliards de francs CFA. Mais sur le plan international, un économiste, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs lorsqu'il s'agit de développement urbain. On dit le produit, c'est-à-dire la richesse locale. La richesse locale d'une ville, on doit lui concéder 10%. Donc Douala devait avoir aujourd'hui au bas mot 300 milliards de francs pour son développement. Malheureusement, Douala a à peine 50 milliards, la communauté urbaine, et puis à peine 2 milliards pour les 6 communes. Donc Douala ne peut pas répondre à toutes ces pressions-là. C'est impossible. Pourquoi Douala répondre à toutes ces pressions-là? Pression sécuritaire, pression écologique, pression environnementale, Douala, on doit reverser à Douala au moins 300 milliards. Le dit ne fait pas un avocat de M. Antonin, il n'en a pas besoin, hein, il n'a pas besoin de mon mot, mais c'est des calculs simples. Il faut au moins 300 milliards. C'est pour cela que, ailleurs, moi j'ai dit que la société métropolitaine d'investissement de Douala, c'était du pipeau. Vous comprenez? C'était de la débrouillardise. Avec le système actuel, M. Serge Tour, je mets la main dans le feu, Douala ne sortira pas de la situation où elle est aujourd'hui. Il faut 300 milliards de francs à la ville de Douala pour se doter des infrastructures d'assainissement viables et durables et modernes. Tous ces drains qu'on construit là, à peine terminés, sont dépassés. Les gens sont encore tout autour. Il faut offrir à Douala au moins, parce que chaque fois, par an, vous avez 100 000 personnes à Douala.
Donc vous avez qui arrivent. Oui, qui arrivent, ou bien qui sont nés là. Donc vous avez à peu près 1 200 000 de personnes à Douala par an. Aucune réponse. Il y a un étalement horizontal de la ville de Douala, avec tout ce qu'il y a comme décharge sauvage des ordures ménagères. Vous les voyez partout. Douala produit à peu près 2500 tonnes d'ordures ménagères par jour. Et Isaac qui sont pas enlevés. Isaac enlève 80% et 600 tonnes sont abandonnées comme ça dans la nature. Bonjour le choléra. Avec ce qui génère comme les furans, les dioxydes, le carbone noir, abandonné dans les caniveaux. Douala est une bombe écologique. Bonjour le choléra, surtout. Hein, c'est ça. Oui, je Bonjour pense le choléra. que je suis entièrement d'accord avec ce que M. Didier vient de dire, et même ce que mon panéliste a tantôt rajouté par rapport à son intervention. Je pense qu'il y a un problème de planification, il y a un problème de réappropriation même du bien-être des citoyens de notre cité. Et il est question aujourd'hui, ma problématique aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement incriminer l'administration. Quand on le dit, c'est vague. Il y a des services spécialisés pour cela. Aujourd'hui, nous devons réfléchir, voilà, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et cette planification, elle est tout simplement dans l'objectif de la création d'une nouvelle ville, des nouvelles villes. L'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il est même possible de pouvoir aller de Douala à Yaoundé par rivière, par le fleuve. C'est-à-dire, c'est de cette façon qu'on devrait pouvoir penser aux infrastructures routières, penser à l'habitation, penser nos ressources naturelles. Oui, c'est-à-dire, on a la chance que... on ne devrait plus voir des billes, des centaines et des centaines de bois être embarqués au port de Douala. Ça fait mal. Et de savoir que nous sommes incapables, dans le fin fond de certains villages, on est incapable de pouvoir avoir un pont pour pouvoir faciliter. Les Bongo l'a fait, c'était la première de ces mesures. Donc, il est important, je ne pense pas ici que nous sommes, c'est-à-dire, Douala mal. Tout à l'heure, quand Didier Imga sort ces chiffres, moi j'ai mal. Ces chiffres sont assez alarmants. Vous ne pouvez pas avoir une ville qui produit presque 70% de l'économie d'un pays. 28% de produits intérieurs bruts. Voilà. Et cette ville est comme elle est aujourd'hui. Je pense que Douala a besoin de moyens. Et qu'on arrête de compter sur les subventions extérieures. On en a marre. Parce que ces subventions, lorsqu'elles sont mises à disposition, ce n'est pas les entreprises camerounaises qui réalisent, qui en bénéficient. Ce sont ces mêmes succursales qui viennent vous dire, ils vous donnent, ils vous tendent la carotte et derrière, ils font le sale boulot. Et ils le font sachant que dans les 5-10 prochaines années, vous allez retomber dans les mêmes travers. Et c'est même la condition sine qua non pour pouvoir vous donner cet argent. Parce qu'on ne vous le donne pas, on vous demande d'en faire ce dont vous avez présenté. On vous le donne, on vous dit, voilà l'entreprise avec laquelle vous allez devoir travailler. Ok, donc, merci. Oui. Il est important de pouvoir prendre ce problème à bras le corps, et c'est le problème de tous les Camerounais. Rapidement, Georges, parce qu'on va du côté de la rédaction. Oui, et je partage les points de vue des uns et des autres. Mais sur les inquiétudes sur la nouvelle ville de Douala, j'aimerais quand même rappeler que le plan d'Orient, qui est l'actuel plan d'urbanisation de la ville de Douala, existe depuis 1949. Et que depuis 2015, il y a un nouveau plan directeur d'urbanisme, je parle sous votre contrôle, et un plan d'occupation des sols qui va coûter 1400 milliards de francs CFA. Et je peux même vous annoncer qu'il y aura éventuellement Douala 7e. Ça, c'est pour répondre aux préoccupations d'une nouvelle ville. Et le PDPOS qui est annoncé à l'horizon 2025 prend en considération tout ce que vous avez émis comme préoccupation. Et maintenant, sur la SMID, je pense que c'est une très bonne idée. La ville de Douala a besoin de 300 milliards de francs CFA pour asseoir ces infrastructures de base. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous également lorsque vous dites que Douala ne peut plus financer ces infrastructures. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé effectivement cette SMID qui a besoin de 10 milliards de francs CFA, mais qui a des projets qui iront même au-delà de 50 milliards de francs CFA. Donc, je crois qu'il faudra faire appel non seulement à la coopération internationale décentralisée, mais également à l'État central, mais à l'appel des fonds de chaque Camerounais, comme c'est le cas aujourd'hui avec la SMID. Ok. Merci, on vous retrouve dans un instant. Place tout de suite au journal de Cédric Doufélé. Cédric, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, qu'est-ce qu'on se met sous la dent aujourd'hui au menu? Qu'est-ce que vous avez concocté pour nous du côté de la rédaction centrale Equinox Télévision? Vous suivrez ce soir le bilan lourd des inondations meurtrières survenues à Limbé et Douala. Ce soir, la pénétrante est de la capitale économique est paralysée à la suite de l'effondrement d'une buse survenue en début de matinée. L'une des conséquences graves de ces pluies diluviennes et inondations, des mesures gouvernementales ont été annoncées.
Alors que le Cameroun se dirige vers une élection présidentielle capitale, son éminence Christian Cardinal Toumi vient d'appeler à la tenue d'une conférence générale anglophone prévue à la fin du mois d'août 2018, une étape qu'il juge cruciale vers la mise en place d'un dialogue national pour sortir de la crise anglophone. Vous suivrez dans ce journal les objectifs d'une telle conférence anglophone et le profil des acteurs conviés à ces travaux qui doivent se tenir du côté de Buea. Et nous évoquerons dans le journal de 20h la nouvelle loi des sports qui risque de mettre le Cameroun en porte-à-faux avec les instances internationales du sport, notamment le TAS, qui désormais ne pourrait plus intervenir de façon directe dans les conflits observés au sein, les litiges observés au sein des fédérations sportives. Nous vous en dirons plus lors du journal de 20h. Voilà, merci Cédric Noufelé. On vous retrouve tout à l'heure. Et nous également sur ce plateau, nous reviendrons sur l'État et le RDPC. Curiosité, collusion, inexplicable amalgame. Tout de suite, le journal de Cédric Noufelé. Sur le plateau d'Equinox Soir, toujours en compagnie de Antoine Depadou Demanou, président du RDPF. Koumze, bonsoir. Bonsoir une fois de plus, bonsoir téléspectateurs. Voilà, bonsoir également à Georges Semé. Bonsoir M. Otto et bonsoir à tous ceux qui viennent de prendre le fil de cette émission. Bonsoir à vous, Honoré César Gomo. Bonsoir, RDPC. Bonsoir Serge, bonsoir à toute la jeunesse camerounaise et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Il aime son pays, le Cameroun. J'adore le Cameroun. Voilà. Didier Yimko, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent. J'ai déjà des réactions. Okay. Ah, j'espère qu'elles sont favorables. Ouais. Ok, merci. Bon, voilà, je vais commencer par où Cédric et moi nous sommes séparés. Une générale anglophone conférence 28 et 29 août à Buea. Réaction. Je commence par vous, au FSNC. Oui, première réaction. Parlez maintenant en tant que leader politique. Oui. Je crois que c'est une très bonne information parce qu'il faut arrêter avec ces sales guerres et personne ne maîtrise plus rien. Moi, j'ai eu des gens, les membres de ma famille, qui ont subi les assauts, je dirais des bandits, qui n'ont rien peut-être à voir avec les sécessionnistes, parce que Serge, il y a une industrie de guerre qui s'est développée tout autour de cette crise-là, fait que personne ne maîtrise plus rien. Moi, je suis très content de cette décision parce que il fallait arrêter l'escalade. Il y a quelque chose qui attire mon attention. En 1959, c'est toujours au mois d'août que fut organisée la conférence de Manfé, pendant laquelle, au cours de laquelle il fallait décider de l'entité juridique qu'on devait affecter au Cameroun occidental britannique. Et l'histoire nous dit que la tendance, il y avait trois options: l'option indépendantiste, l'option de rattachement au Nigeria et l'option de rattachement à la République du Cameroun. Et l'option indépendantiste était la plus populaire. Il y avait le consensus au niveau par rapport à la tendance indépendantiste, et que c'est les Britanniques. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'il faut faire la paix, il faut se dire des vérités. C'est les Britanniques se fondant sur la résolution 1352 de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée des Nations Unies à l'époque, qui avait bloqué, prétextant que le Cameroun anglophone à l'époque n'était pas économiquement viable. Donc moi je pense Didier, on va revenir là-dessus. Je crois que c'est une très bonne chose. Sur l'initiative. Il faut aussi dire que, voilà, puis il faut aussi dire qu'avant cela, il y a un mémorandum que les princes de l'église de ces régions-là avaient adressé au chef de l'État, dans lesquels un certain nombre de propositions ont été faites au chef d'État. À l'époque, déjà, il n'y avait pas encore l'escalade de cette guerre-là. Mais je pense que lorsqu'on est en négociation,
chacun doit mettre de l'eau dans son vin, Voilà. et puis rester moins vindicatif, parce que au jour d'aujourd'hui, personne ne gagne dans cette guerre. Ok. César, Cardinal Toumi pense que faut descendre la poulet comme ça, faut que ça s'arrête. Je pense que c'est une très bonne initiative. Déjà, je voudrais par ce témoignage, par ce communiqué, témoigner les 9 jours de pénitence que nous avons passés du côté de Garoua, qui a été organisé par la conférence épiscopale dans le cadre de GNJ. Et à cela, nous avons eu à passer de très bons moments ensemble, où le thème central, je vais dire comme ça, de façon terre à terre, c'était vraiment le vivre ensemble. Je pense que quand l'Église se mêle à la vie sociale, les choses changent. Et aujourd'hui, le cardinal Christian Toumi, c'est une éminence. Sa parole vaut de l'or. Je pense qu'il est temps, et il est écouté de ce côté-là. Il est important aujourd'hui que les uns et les autres reviennent à la raison. Je pense que les revendications ont été, le message est même allé au-delà. Les revendications corporatistes et autres ont été tous résolues, et il n'est plus question qu'on puisse perdre un seul concitoyen. Un seul concitoyen. Et il faudrait aussi qu'on sache que force reste à la loi. Et je pense que l'appel du cardinal Christian Toumi est vraiment la marque de ce que nous avons vécu pendant ces 9 jours du côté de Garoua dans le cadre des ONG, les journées nationales de la jeunesse, il faut le préciser, qui ont été organisées par la conférence épiscopale. Okay. Et l'encadrement que nous avons reçu de ce côté-là, avec près de 6 000 jeunes qui sont venus de tous les 4 coins du Cameroun, okay, et dont la délégation du Douala était la plus forte représentée. Okay. Merci. Donc je voudrais dire merci au cardinal Christian Toumi, et que l'initiative puisse avoir l'onction de toutes les autorités, de tous les parties prenantes dans ce conflit, pour que paix revienne dans notre pays. Ok, Jean-Sébé, vous, le cardinal Toumi, il est en train de rentrer de plus en plus dans l'histoire du Cameroun? Bien sûr, il est déjà rentré profondément dans l'histoire du Cameroun, parce que c'est quand même le premier cardinal camerounais. Mais revenant sur la situation, je pense qu'il a parlé, il a émis cette proposition avec toute la gravité due à son statut et son rang. Il a également émis avec toute la lucidité d'un homme âgé, mais un homme sage qui sait percevoir les situations de crise, mais surtout avec toute l'objectivité. Objectivité qu'a déjà rappelé avant lui certaines organisations de la société civile, certains hommes politiques et même du RDPC également. Objectivité que je prends également à mon compte, parce que le constat est clair, l'option militaire ne peut pas résoudre cette crise. Il faut bien évidemment provoquer un dialogue national. Ils ont appelé ça All General Anglophone. Oui. Certains parlent Anglophone Conference. Exactement. Certains parlent de la mise sur pied d'une commission justice, vérité et réconciliation, comme pour dire que l'option militaire telle qu'elle a été engagée par les deux parties ne peut prospérer. Donc, finalement, je pense que, et tout le monde est d'accord sur ce plateau, qu'on soit de l'opposition à du RDPC, qu'il faut certainement une assise nationale. Et j'observe qu'il y a 2 jours, j'assistais à une conférence de presse qui a été tenue par le réseau des droits humains d'Afrique centrale, qui proposait effectivement un cessez-le-feu d'abord, l'arrêt du processus électoral et la mise sur pied de cette commission justice, vérité et réconciliation qui serait parrainé par de fortes têtes africaines, Amadou Toumani Touré, Paul Kagame en tant que président de l'Union africaine, Jerry Rawlings, Hélène Sirleaf Johnson, qui est l'ancienne présidente du Libéria, avec comme conseiller le cardinal Toumi. Donc je crois qu'on est en train de glisser lentement mais sûrement vers une option de dialogue national. Mais maintenant, il faut déjà franchir le cap du cessez-le-feu et ramener ces 2 parties qui sont des parties belligérantes sur la table de dialogue, afin que les âmes se taisent du côté du nord-ouest et du sud. Antoine de Padoue, un pas vers la paix définitive? Un pas vers la paix. Lorsqu'un homme de paix, un homme d'église, s'engage à venir à secousses comme sapeur-pompier aux hommes politiques, nous disons soyez le bienvenu. Ce qui dans cette histoire depuis le début m'intrigue, c'est cette connotation anglophone et francophone. Je me reconnais comme Camerounais yembaphone, bassaphone, doualaphone.
Cette connotation anglophone, nous ne sommes pas des anglophones, c'est très important. Il appelle les Camerounais à la réconciliation, mais utilise la parole qui dit anglophone, parle de celui qui est originaire d'Angleterre, ou francophone, celui qui est originaire de la France. Nous sommes des francophiles et des anglophiles. Et nous sommes des, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bassaphones, des bétiphones, et pas des anglophones. C'est très important que je fasse ces rectifications-là. L'idée, elle est géniale. La personnalité, elle est respectée. Être, comme il a dit mon collègue, être l'un des tout premiers cardinaux camerounais fait qu'il a l'écoute, il a une audience. Mais je me méfie du glissement. Parce que quand on dit dans la rue, je suis anglophone, on a le sentiment que nous allons vers une culture qui n'est pas la nôtre. Okay. Et quand on se soutient à quelqu'un qui n'est pas soi, on ne trouverait pas la solution à ce pourquoi on se bat. Okay. Donc, au-delà de cette rectification, je rejoins les autres pour dire l'initiative, elle est salutaire, oui. Parce que nous tous, nous savons très bien qu'une vie de perdu, ça peut être notre enfant, ça peut être notre cousin. Okay. Rappelez-vous, et là je vais un peu chuter pour dire, on a vu à l'international l'Allemagne. L'Allemagne était divisée. On vivait de ce côté, on était des membres de famille, de l'autre côté. On s'appelait même deux fois Vessie aussi. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Cameroun a intérêt à maintenir son unité. Et que des hommes comme le cardinal Toumi prennent l'initiative de dire trop c'est trop, il faut notre contribution pour que cette paix puisse continuer à être notre unité. Je suis tout à fait partant et je précise encore que méfions-nous des deux connotations anglophones et francophones. Voilà, parce qu'on peut se dire aussi, on peut se dire aussi germanophone. Puisque les Allemands qui étaient les premiers. Oui, les premiers. Ils sont partis en 1907. Donc quelque voilà. part, c'est très important. Merci, tout le monde apprécie l'initiative du cardinal Christian Toumi. Madame, Monsieur, la deuxième partie dont on va entamer avec l'État RDPC, la MACAM. Ce sera après cette courte respiration. Voilà, je vais vous lire ce communiqué presse radio du ministre Lé. Suite à la déclaration du candidat, la déclaration de la candidature de son Excellence Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, M. Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, fils de la région de l'Est, convie toutes les forces vives de la dite région, sans exclusive ni distinction de partis politiques, à un grand meeting de mobilisation pour marquer leur soutien sans réserve à la candidature du président Paul Biya. Le meeting aura lieu à Berthois le samedi 28 juillet 2018 à 11h à la permanence RDPC. À cette occasion, une collecte de fonds sera organisée dans la perspective de la campagne électorale. Le communiqué est signé avec le son ministre de la fonction publique. Je commence par vous, Georges Sémé. Voilà, politique, le parti politique RDPC et le ministre de la fonction publique. Quel amalgame. Écoutez, c'est un petit scandale parce que... Un scandale, vous dites? Oui, je crois quand même qu'en tant que ministre de la fonction publique, il a parfois paraphé des décisions qui relèvent effectivement de sa mission gouvernementale et de l'administration qu'il dirige. Mais de là, glisser son sein sur un document qui est éminemment politique, j'ai raison de dire que c'est un petit scandale. Et il n'est pas le premier à le faire. On l'a vu avec le président de l'Assemblée nationale en 2017. On l'a vu avec d'autres ministres. Et je crois que c'est la preuve qu'il y a un certain copinage incestueux entre l'État, l'administration camerounaise, le gouvernement en général, avec les partis politiques et surtout le parti au pouvoir. Moi, je pense qu'on peut appeler à rassembler ces militants sans utiliser les attributs ou alors le sceau de la République. C'est pour ça que je dis que c'est un petit scandale. Vous avez parlé d'amalgame, vous êtes très gentil, c'est un scandale et il faut qu'on arrête de faire ce désordre. Et c'est une simple convocation des militants.
Mais cet amalgame s'observe également dans l'utilisation du bien public, du matériel de l'État, qui est parfois amené sur le terrain politique. Et ça commence à faire désordre, et vous avez bien fait d'évoquer ce sujet. Je pense que les politiciens qui sont sur ce plateau en diront davantage, mais je pense que c'est quand même assez scandaleux de voir le ministre de la fonction administrative, de la fonction publique et de la réforme administrative signer un document politique et appeler les militants d'un parti afin qu'on cotise pour soutenir la campagne du président de la République. Antoine de Padoue, véritable amalgame, c'est un scandale, comme dit Jean Semin. Peut-être le mot scandale, il n'est pas assez fort. Ah bon? Pour expliquer ce qui se passe. Bien sûr. Le ministre lui-même, après avoir signé cela, je crois qu'il est au regret lui-même de l'avoir fait. C'est vrai que nous sommes en campagne, et la campagne s'ouvre le 24, pas avant ça. Nous sommes là au 7. Il convoque avant le 24, ce qui est déjà un glissement, et ce qui va à l'encontre du code électoral. Il ne convoque pas les militants, il dit tous les fils, les forces vives de la région de l'Est. C'est la campagne. Quel que soit le parti, c'est la campagne politique. C'est la campagne. Quel que soit le parti politique. Mais ça se passe à la permanence RDPC à Berton. Encore une fois, Serge, entendons-nous. Je suis candidat, même si mon dossier n'est pas encore validé. Oui. J'ai déposé un dossier. Je me réserve, attendre qu'on le valide, que la campagne s'ouvre officiellement pour que j'entre en campagne. Mais si un ministre du gouvernement déjà convoque les élites et tout pour faire campagne, je dis, ce n'est plus le respect du code électoral d'abord. Donc je dis, le mot petit scandale, il n'est pas assez fort pour édifier ce qui se passe dans notre République. Et je crois que le président de la République, le père de la nation, va mettre un frein à cela, parce que c'est pas seulement de la tricherie, mais c'est démontrer encore une fois que l'État et les partis politiques créent confusion. Vous avez une mission régalienne, de gérer l'État, de gérer une administration, une partie de la souveraineté de l'État qui est la fonction publique et administrative. Okay. Restez à cela. Si maintenant vous êtes militant du RDPC, c'est tout à fait normal. Convoquer, mais d'une manière, je dirais, inofficielle, vos militants à faire ce que vous voulez. Mais prendre le sceau de la République. Donc je me réclame aussi de cette République-là. Pour organiser un meeting, je dis, c'est petit scandale. Je ne sais pas s'il y a des mots français. Non, le communiqué dit ceci, un grand meeting mobilisation pour marquer. Il dit, les forces vives sans exclusive, ni distinction de partis politiques. En plus, il appuie tous les partis. Voilà. Cela, à l'unanimité. Oui. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a fin du multipartisme. On est parti devient unanime derrière une seule personne. Voilà un ministre qui avait le sceau de la République, va à l'encontre de la décision du président de la République qui a voulu le multipartisme, qui a voulu que chacun apporte son idée pour la construction de ce pays. Il vous dit, venez tous, parce que pour le moment, vous savez, je vais peut-être chuter un exemple. On a vu 20 autres partis se réunir pour dire soutien Paul Biya. Et si on voit un ministre de la République aujourd'hui qui utilise le son pour dire venez, même ceux qui ne sont pas du RDPC, et c'est le cas. On vous a suivi. Didier Yimkwa, dites-moi, vous au FSNC, lorsque le ministre Chiloma, président du FSNC, vous convoque, il utilise le son du ministère de la Communication? Non, je n'ai jamais vu ça. Alors, je n'ai jamais vu ça. Donc vous condamnez ce que votre allié fait de la RDPC là? Pas condamné. Il faut comprendre le RDPC qui joue beaucoup plus sur des éléments, sur des facteurs politico-bureaucratiques. Vous savez, le RDPC est né de l'UNC, qui lui-même est né en le 1er septembre 1966, et que ces acteurs, qui sont souvent beaucoup plus cooptés, c'est un parti où il y a beaucoup plus de cooptation, beaucoup plus de clientélisme, moins de militantisme. Hier même, j'étais avec, l'autre jour, dimanche, nous étions à Bonanjo, où le ministère d'État, M. Laurent collecté 125 millions. Voilà. Et puis quand je rentrais, il y a un membre du RDPC, c'est lui qui m'a accompagné, se plaignait un peu de ce côté parti unique. Vous comprenez très bien. C'est un parti où c'est quand on est nommé ministre qu'on se découvre militant. Et lorsqu'on perd le poste, on perd même le militantisme. C'est un réel problème. Vous savez très bien, c'est un réel problème. Oui. Nous sommes... c'est vrai, je suis un peu très gêné parce que le RDPC, c'est une partie privée, pas alliée.
mais qui... Mais vous soutenez le candidat oui, le 7 octobre. Oui, c'est un jeu politique stratégique qui malheureusement confond et puis donne raison à ceux-là qui pensent que c'est un parti État. Oui. Pourtant, nous sommes en multipartisme et qu'il faille dissocier l'association privée qui est le parti politique de l'État. Oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut faire le bilan, par exemple, de M. Biya, il ne faut pas ignorer que dans ces gouvernements, il y avait d'autres partis. Mais le RDPC, qui est un peu trop parasitaire, a tendance, comme un bon prédateur, à tout prendre seul. Donc moi, je pense que très vite, le ministre Lé doit faire beaucoup plus attention parce que le ministère de la fonction publique n'est pas le bien du RDPC. Ok, donc M. Chiroma, lui, il a compris. César Ngomong, Didier Mkwadi, il y a moins de militantisme chez vous, ils sont cooptés, tout ça. Il manque de culture politique chez vous, c'est bien cela, c'est ça? Nous sommes, Serge, en pleine température politique. Oui. Et je vais me réserver de ne pas pouvoir me risquer aux lois de notre pays parce que le moment, je pense, n'est pas bien choisi pour moi pour pouvoir me prononcer par rapport à votre interpellation. Ok. Mais je voulais juste entrer dans un commentaire. J'entre dans un commentaire. Oui. Il y a ce qu'on appelle la fonction, il y a ce qu'on appelle le service. Oui. Disait Yim tout à l'heure dans son interpellation, Yim quoi? J'ai juste une interrogation. Monsieur Issa Turman, ministre de la Communication, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, il comprendra pourquoi, et beaucoup de respect. J'aurais bien vous poser la question, ça aurait été un autre ministre, mais malheureusement, c'est vous que j'ai en face, qui est un parti d'opposition. Lorsqu'il va à quelques kilomètres de Yaoundé, je vais prendre un exemple au Bala, pour peut-être assister à une réunion familiale ou amicale, je veux bien savoir avec quel véhicule est-ce qu'il se déplace. Est-ce un véhicule de fonction ou un véhicule de service? Donc il ne faudrait pas créer l'amalgame. Je pense que nous aussi, le Cameroun devient de plus en plus... Ça dépend des jours. On a vu le RDPC dimanche dernier, à la maison de parti de Bonanjo, il y avait plein de... Les Camerounais deviennent de plus en plus aigris. Nous ne pouvons pas être... C'est un dimanche, César. Nous ne pouvons pas être 25 millions de ministres ou 25 millions de DG. Je dis, vous avez pris un exemple, je vous dis donc, dimanche dernier à Bonanjo, c'était dimanche, hein. Levée de fonds, il y avait plein de véhicules administratifs. Je crois qu'on avait... Ces véhicules ne doivent même pas circuler le week-end. Nous sommes d'accord? Oh, Serge, si on vous mettait à la place de ces personnes, je voudrais voir votre sentiment à leur place à cet instant-là. Oui, c'est parce que vous avez pris le cas de... Oui, c'est pour dire que ce sont nos réalités. Ce n'est pas un crime. Ah, c'est pas un crime. Lorsqu'on les alloue, ces services et des bons de carburant et autres, c'est un ratio maintenant qu'ils utilisent à bon escient. Okay. Maintenant, je pense que ces déplacements peuvent aussi servir. Je ne vais pas beaucoup plus m'attarder sur le communiqué du ministre. Je pense que peut-être ça peut être un lapsus d'avoir signé en tant que... Mais je pense que le grade appartient à l'individu, la fonction appartient à l'État, si j'ai bonne mémoire. Donc aujourd'hui, maintenant, l'erreur peut être... Si jamais c'est une erreur, je suis très mal placé pour pouvoir me prononcer à ce niveau. Oui. Mais je reste convaincu, je tiens à le préciser, que ça c'est un peu juste de la propagande de ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir. Oui. Et qui je vais vous prendre un deuxième cas rapidement. Oui. Nous sommes en 2015, hein, le secrétaire général du comité central, Jean Kété, adresse une correspondance à Paul Biya pour lui rendre compte des négociations initiées pour le retour à la maison d'Albert Zonga après la disparition de François Foni. Peter Abourtabi, de regretté mémoire, il était secrétaire général adjoint à la présidence de la République, dans une note, avec en tête président de la République, dit ceci au président: pour faire face au vide créé à Douala par le décès de François Foni et pour contenir l'activisme d'opposants tels que M. Nietzsche, Kwemo, Maurice Kamto, il a réussi, pour Jean Kété, à convaincre M. Zonga de revenir au RDPC. Et il suggère au président de la République que Mme Foni était une militante engagée, courageuse, entreprenante, bien qu'originaire de l'Ouest. C'est à Douala qu'elle s'est façonnée et c'est à Douala qu'elle vivait, travaillait et militait. Nous suggérons respectueusement que la concertation pour trouver son remplaçant se fasse au sein du RDPC à Douala en liaison avec les autorités administratives. Question. Comment un ministre de la République,
servir, qui sert tous les Camerounais, dans un pays multipartisan, moi je préfère le terme, peut formuler une telle suggestion au président de la République en sollicitant le concours des autorités administratives. Nous sommes en 2015. Vous êtes à Douala, vous savez qui était gouverneur, qui était préfet, qui était... Voilà, César Goumon, RDPC. Serge serait un peu beaucoup plus sérieux. Non, nous sommes très sérieux. Le commun des Camerounais qui nous écoutent en ce moment, Oui. tout ce qu'ils veulent aspirer au bien-être. Quel que soit le parti qui est au pouvoir. Est-ce que cette problématique résout le problème des Camerounais à la base? Je pense non. Il faut arrêter de distraire les Camerounais. Je pense que le véritable problème ici, on est en train de développer un esprit d'égoïsme et de méchanceté au point où quand l'autre est à la place, on pense que on devrait être à sa place. Votre interpellation, elle est très profonde, elle est alarmante. Mais il faut comprendre que si tous ces partis réunis pouvaient apporter des problèmes aux solutions des Camerounais, je pense qu'on s'en fourrait de quel véhicule est-ce qui roule avec ou quoi que ce soit. La véritable problématique aujourd'hui, c'est la communauté, c'est la société. Les populations souffrent, ils ont besoin des produits élémentaires. Vous pensez que ce débat que nous sommes en train de mettre sur un plateau politique résout le problème de mon voisin qui a un problème de taxi, de payer le taxi à son fils demain matin là pour aller se débrouiller? Non. Vous pensez que ce problème que nous sommes en train de poser là résout le problème de la grand-mère qui a fait 2 jours sans pouvoir trouver un médicament pour pouvoir se soigner? Je pense que non. Oui, ces problèmes, c'est des problèmes de distraction et c'est des problèmes qui... Non. Serge Alain, soyons sérieux. Si vous étiez à la place de ce ministre, vous avez un véhicule de fonction. Pour aller à votre village... Non, pourquoi vous devez rester sur le véhicule, c'est ça? Je parle d'exemple, où le RDPC sollicite, il demande à son président... Oui, mais nous sommes dans un jeu politique, c'est des politiques qui réagissent. Les autorités administratives. C'est des acteurs politiques. Non. Et ils utilisent l'article 2. Qu'est-ce que l'article 2 insinue? Qu'est-ce que l'article 2, lorsqu'on nomme un ministre... L'avantage lié à la fonction, c'est ça? Voilà, mais c'est aussi simple. Allez d'abord à l'Assemblée, chercher à être concurrent à l'Assemblée pour pouvoir aller modifier cet article 2 là. Tant qu'il y a cet article, vous n'allez pas empêcher, permettez-moi, vous n'allez pas empêcher à un ministre ou à un directeur de pouvoir jouir de tous les avantages liés à la pension. C'est aussi simple que ça. Ils ne se sont pas autoproclamés. Il y a la Constitution, l'article 2 qui leur donne ces avantages-là. L'article 2 donne des droits liés à la fonction, mais ça ne vous demande pas d'abuser de ces droits. Je vous Où est l'abus? Il y a un décret Montrez-moi du 1er l'abus. août 1974 signé du président Aïdjo sur l'utilisation des véhicules administratifs qui dit que ces véhicules ne peuvent être utilisés que pour l'intérêt du service. Et la loi de 2018 dit quoi? Et la loi de 2018 service public. Et la loi de 2018, qu'est-ce qu'elle dit? Et ça sous-entend que lorsqu'on n'est pas dans un service public, on ne devrait pas... La loi de 2018, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que la loi de 2018 est interdite? C'est interdit. Où? Quel article? Je vais voir l'article. Non, c'est bon. C'est quel article? Le décret du 1er août. Non, arrêtons Et je cela. suis que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Donnez-nous l'article 2018, la loi 2018, qu'est-ce qu'elle dit? Je vous parle d'un décret. Et il n'a pas été rapporté jusqu'aujourd'hui. Ok. Il n'a pas été Rapidement. Merci. On va terminer avec... Moi, je pense qu'il y a une question d'image. L'État est sacré. Les partis politiques sont les associations privées. Et l'exemple vient d'en haut. Quand le chef de l'État lui-même, le président Biya, pour qui j'ai beaucoup de respect, organise les réunions de bureaux politiques au palais de l'unité. Le palais de l'unité, ce n'est pas le palais de l'unité du RDPC. C'est le palais de l'unité des Camerounais. Hein? On a fait du bruit. Le RDPC est parti du palais de congrès qui appartient encore aux Camerounais pour aller s'installer dans son bâtiment qui est au bord du lac. Là, c'est bien. Le président Biya peut convoquer ces réunions de bureaux politiques au lac, là où se trouve le RDPC. Mais quand il le fait au palais de congrès, il donne raison. Il paye. Il paye la scène. Non, vous n'avez pas la parole. C'est pas gratuit. Je dis, il convoque les réunions de bureau politique au palais de l'unité, au palais des Camerounais. Ok, on vous a compris, Didier. Et de symboles. Ok, merci. La différence et ne pas donner l'occasion aux adversaires politiques de croire que le RDPC est... Ok, entendez pas d'où rapidement. On va de l'autre côté à la régie. 30 secondes. Lorsque j'entends ces discussions autour de l'utilisation des biens de l'État et des biens privés, je me dis qu'il y a une confusion. Parce que c'est le même homme.
C'est le même qui est dans une voiture publique, administrative, et c'est le même qui peut être. Si aujourd'hui on dit. L'utilisation réglementaire, comment dire administrative, j'utilise uniquement pour des fins de mission administrative, je me dote de ma voiture. Vous savez, l'irresponsabilité des administrateurs, c'est démontré sur le terrain, même après la loi 114. Ou des fois, quand une voiture, je prends l'exemple de la police, a une crevaison, on laisse là jusqu'à temps qu'on vienne la réparer. Okay. L'État alors est obligé de dire, je donne la voiture, elle devient pour toi. C'est-à-dire, si jamais il y a une crevaison, tu t'en occupes. Okay. Il y a une panne, tu t'en occupes. Voilà. Ce qui a permis aujourd'hui de récupérer un peu, car le parc automobile des voitures qui ne fonctionnent plus au Cameroun est devenu tellement immense et pour des pannes insignifiantes. Et quand on fait ça, on l'envoie maintenant le faire vendre, et c'est ce qui est un peu dommage. Donc, je crois que c'est un faux débat. Par contre, si vous me permettez un peu de... Non, rapidement, nous sommes arrivés au terme. Nous sommes arrivés au terme. Ce qu'a évoqué... nous sommes arrivés au terme. Merci Antoine, merci. Fabien Valondongo, bonsoir. Voilà, vous nous parlez dans le cadre Actu Santé, une maladie un peu rare, hein, du côté des femmes. La prononciation, c'est pas du tout facile. Il s'agit de quoi dans Actu Santé ce soir? Oui, bonsoir à tous vos panélistes. Il s'agit de l'endométriose. Vous comprenez bien que c'est une pathologie gynécologique qui concerne uniquement les femmes. Et ce soir, nous allons recevoir une dame également qui est docteur Mélanie Zoatom, qui est gynécologue obstétricienne. C'est avec elle que nous allons essayer d'éplucher et même d'analyser et d'essayer de faire comprendre au grand public ce que c'est l'endométriose. Et comme vous le savez, je peux vous donner les statistiques selon bien entendu. Oui, justement, la prévalence au Cameroun. Nos fouilles, une femme sur 10 souffre d'endométriose au Cameroun. Donc vous comprenez que ça commence à être une maladie de santé publique. Il faut simplement que les médecins, ou je voudrais dire les autorités, accordent une attention particulière à cette pathologie également. Et surtout que ça commence tout doucement. Et là, ce sont dans les grandes villes, en tout cas les grandes villes qui sont concernées par cette pathologie jusqu'ici. Ok. Merci. Retrouvez donc Flavien Valondongo dans Actu Santé tout à l'heure. C'est sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, merci. Merci Didier Imkoa. Merci Serge. Oui. Merci Georges. Tout le plaisir était pour moi. Voilà. Et bravo à tous mes compagnons qui ont fait un grand effort de répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci César. Merci Serge, c'est toujours un plaisir d'être invité sur votre plateau. Et merci à tous les copanélistes et à tous les téléspectateurs qui ont pris la peine de nous écouter. Merci. Voilà. Merci à vous Antoine Depadoue. Oui, merci Serge, merci aux copanélistes, merci à tous les spectateurs, merci à ceux qui sont derrière les caméras, à ces techniciens qui veillent à ce que les images soient aussi claires. Je vous remercie tous. Voilà, merci madame, monsieur, c'était Equinox Soir, rediffusion 23h GMT, minuit, heure de Minaba. Bonsoir.